Et d'ailleurs que sur le plan de la technologie, je vous informe que le groupe détient le record de dépôt en France de brevets, avec 961 brevets publiés à l'INPI en 2008, ceci essentiellement dans le domaine des véhicules dans les domaines des véhicules du futur. C'est avec ce message d'espoir et de confiance que je voulais m'arrêter aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat pour 1h30 d'informations et de programmes. Dans un instant, le journal de 18h et nous ouvrirons ce débat. Faut-il renoncer aux allègements de peine pour les condamnés à de courtes peines? C'est la suggestion de Michel Alliot-Marie qui se montre ferme. À 18h30, un reportage saisissant à Bagdad, une ville à nouveau secouée aujourd'hui par des attentats. Et puis à 19h, ne ratez pas ce rendez-vous. Face à nous recevra Alain Joyandet, secrétaire d'État à la coopération au moment où la France-Afrique refait parler d'elle. Mais d'abord, donc, le journal. Toute l'actualité politique et parlementaire du jour, c'est le 18h de Public Sénat. Les titres. Nouveau soubresaut au Parti Socialiste avec la publication d'une enquête réquisitoire sur la fraude massive ayant conduit à l'élection de Martine Aubry. Hasard du calendrier, la première secrétaire du PS était à l'Élysée tout à l'heure, reçue par Nicolas Sarkozy qui avait déjeuné auparavant avec Lionel Jospin, mais la situation au PS n'était pas au menu. Michel Alliot-Marie veut donc durcir la réforme des prisons. C'est le débat du 18h, oui ou non à une remise en cause des aménagements de peine. Hold-up, arnaque et trahison. Au moment où le Parti Socialiste semble reprendre du poil de la bête, un livre écrit par deux journalistes raconte comment les partisans de Martine Aubry ont bourré les urnes. Ségolène Royal, choquée, annonce une déclaration solennelle dans quelques jours. Pierre Bonjoseph. Je ne l'ai pas lu encore. Officiellement au siège du Parti Socialiste, le livre de Karim Rissouli et d'Antonin André n'est pas encore arrivé. Tout ça est très approximatif, non démontré, et donc je trouve ça très triste pour les journalistes qui ont fait ce boulot. Dans leur livre intitulé Hold-up, arnaque et trahison, les deux journalistes dénoncent les tricheries qui ont permis à Martine Aubry de battre Ségolène Royal pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Faux procès-verbaux, urnes bourrées, consignes, intimidation. Du président du conseil régional de Guadeloupe, Victorin Lurel, qui lui-même, constat d'huissier à l'appui, affirme que dans 2 sections, au moins, il y a eu fraude en faveur de Martine Aubry. Ségolène Royal a été la première à réagir ce matin. On savait que ça avait triché, mais pas avec cette ampleur, ni avec ce système d'organisation. Pas sûr que le reste des élus socialistes lui emboîtent le pas sur le thème de l'élection volée. De reparler de ça, je trouve ça ridicule, stupide et inutile. Tout ça, ça se savait ou se disait en tous les cas dans les couloirs, donc je les mettrai dos à dos, les différentes manips. Il y a eu des petits problèmes à l'investiture de la première secrétaire, maintenant c'est derrière nous. Trop content d'être enfin passé à autre chose, les socialistes ne veulent pas rouvrir les hostilités. Mais hors micro, certains partisans de Martine Aubry se disent persuadés que le système de triche a aussi profité au camp adverse, ce que le livre se garde bien de dire. Et dans un instant, retour sur ces nouvelles secousses au Parti Socialiste avec Mathieu Croissando, journaliste politique au Nouvel Observateur. Mise à la retraite d'office du préfet Paul Giraud de Langlade, soupçonné de propos racistes. Il estime la sanction injuste et compte attaquer le ministre Brice Hortefeux. Les recherches se poursuivent pour retrouver Jean-Pierre Trébert, le suspect numéro 1 dans le double meurtre Giraud-L'Herbier, s'est évadé dans un carton de la prison d'Auxerre, alors qu'un second détenu s'est sauvé, lui, d'une autre prison de Lyon. Michel Alliot-Marie s'est rendu sur place. Un débat à suivre dans cette édition. Oui ou non au durcissement du régime des remises de peine, comme le suggère la ministre de la Justice. Taxes et impôts sont au cœur de tous les débats en ce moment. Les dernières propositions pour compenser la taxe carbone viennent du Premier ministre François Fillon, qui veut donc une compensation par un allègement de l'impôt sur le revenu. Nicolas Sarkozy doit préciser les choses. Demain, il se déplacera dans l'Ain. Le point avec Thomas Raguet. À chaque semaine, son interview de François Fillon dans Le Figaro. Le Premier ministre propose cette fois-ci une méthode de redistribution des revenus de la taxe carbone. Une baisse d'impôt sur le revenu
ou un chèque pour les Français non imposables. Les Verts, eux, rejettent l'idée d'une réduction d'impôts et lui préfèrent une redistribution écologique. Il s'agit de créer plutôt un avoir fiscal, c'est-à-dire un chèque positif que les gens peuvent utiliser. Par exemple, un chèque transport en commun, un chèque train, un chèque consommation bio, un chèque énergie renouvelable. On pourrait aussi être encore plus efficace si ce chèque vert est affecté. Chez les socialistes, on souhaite avant tout une redistribution vers les ménages les plus modestes. La manière la plus simple, c'est de redistribuer au travers des vecteurs qu'on a déjà, des vecteurs sociaux qui existent, c'est-à-dire l'aide personnalisée au logement, par exemple, c'est-à-dire le versement transport. En revanche, je ne suis absolument pas d'accord avec un chèque forfaitaire, parce qu'il y a des différences. Le poids de l'énergie n'est pas le même dans le budget en fonction de son revenu. En effet, les dépenses énergétiques pèsent 2 fois plus dans le budget d'un ménage modeste. La taxe carbone sera donc pour eux plus douloureuse. Bref, un dispositif très complexe dont il n'est pas sûr qu'il atteigne le but escompté, inciter les ménages à réduire leur consommation d'énergie. Le ministre brésilien de la Défense fait savoir ce soir que le processus de sélection n'est pas encore terminé pour l'équipement de l'armée brésilienne avec de nouveaux avions de combat. On sait que la France s'est réjouie de la perspective d'un contrat record, le premier à l'export pour les Rafales de la maison Dassault. Avec plus de 52 300 cas, 20 000 de plus en une semaine, la France a franchi le seuil épidémique de la grippe A, selon le réseau Sentinelle de l'INSERM. Une classe a été fermée aujourd'hui à Paris, dans le 18e arrondissement, et cela pour une semaine. Rencontre entre 2 présidents, ceux des 2 assemblées, Gérard Larcher et Bernard Accoyer, ceux des 2 chaînes parlementaires, Gilles et Gérard Leclerc. Public Sénat et LCPAN envisagent à l'avenir de collaborer de manière plus étroite dans la couverture de l'actualité politique et parlementaire. La suite du 18h, le PS en ébullition avec ce livre enquête sur une élection fabriquée de toutes pièces, hold-up, arnaque et trahison. Nous en parlons, c'est le décodage avec Mathieu Croissando du Nouvel Observateur. Mathieu Croissando, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc journaliste au Nouvel Observateur. Le PS semblait repartir sur de bons rails depuis cette rentrée, depuis les journées d'études de La Rochelle. Hein. Et patatras, voilà que sort ce livre d'Antonin Andrin et Karim Rissouli, Hold Up, Arnaque et Trahison, où comment on a bourré les urnes en faveur de Martine Aubry. Est-ce que c'est un coup de tonnerre? C'est en tout cas une mauvaise nouvelle pour la direction du PS. Pas forcément par les révélations que contient le livre, mais parce que ça remet de nouveau sur la table un des épisodes les plus sombres des derniers mois au Parti Socialiste, c'est-à-dire que les Français ont découvert, c'était il y a 9 mois, souvenez-vous, subjugués, que les socialistes étaient non seulement divisés, incapables de se mettre d'accord sur une ligne ou sur des alliances ou sur une stratégie, mais en plus capables de truander entre eux les soirs de vote, alors même qu'ils briguent leur suffrage. Donc la France a découvert cette espèce de micmac et ce nid de vipères, et le livre d'Antonin André et Karim Rissouli remet donc en lumière dans son premier chapitre les circonstances troubles de cette élection. Est-ce que ces révélations en sont véritablement? Parce qu'on sait qu'il y a des bourrages d'urnes dans tous les partis. Hein. La démocratie interne n'est pas forcément la panacée des partis. Alors, il y a une chose, c'est que ça a toujours triché au Parti Socialiste. Ça a toujours triché les soirs de vote, parfois à la marge, souvent à la marge d'ailleurs. On faisait voter des gens qui ne devaient pas voter, il y avait des urnes qui se baladaient. Simplement, ça portait toujours sur des scores qui étaient marginaux, et les votes au PS étaient relativement tranchés. Là, ça pose un problème parce que, souvenez-vous, il n'y a que 102 voix d'écart au soir du vote, enfin plutôt au petit matin, oui, entre Ségolène Royal et Martine Aubry. Du coup, ça prête flanc à toutes les critiques et tous les soupçons. Et les gens ont raison d'avoir des soupçons parce qu'il y a des choses très très bizarroïdes. Par exemple? Alors, le livre apporte une révélation, en tout cas donne un chiffre. Il y a une fédération. Voilà, sur une section, parce qu'il faut savoir que c'est compliqué. On vote dans les sections quand on est socialiste, c'est-à-dire l'endroit où on se réunit avec les militants. Et puis les résultats de la section sont transmis à la fédération, qui est la structure départementale qui regroupe toutes les sections. À Lille, ce trajet a été interrompu par une case intermédiaire, ça n'existe qu'à Lille, qui s'appelle le comité de ville. Donc les résultats sont passés de la section au comité de ville. À Lille, comme par hasard. La fédération, à Lille comme par hasard. Et il se trouve qu'à Lille, en plus, il y a eu quelques erreurs de transmission entre les résultats des sections et les résultats proclamés. C'est-à-dire que dans une section, ça avait été filmé par des caméras. Le secrétaire de section avait annoncé, je crois, c'était 110 voix pour Martine Aubry, c'est devenu 130. Là, Antonin André et Karim Rissouli donnent un autre exemple. Dans une autre section, à Lille-Fives, le résultat était 58 voix pour Martine Aubry et ça donnait 88 au final. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si fraude il y a, c'est de la fraude artisanale. Il n'y a pas forcément un grand complot avec 1000 voix par-ci, 1000 voix par-là. Ça serait trop complexe à mettre en œuvre. Généralement, c'est 10 par 10.
70, 100 par 100, si c'est vraiment des très très grosses sections, mais 100, c'est un trop gros chiffre. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des fraudes de l'autre côté quand même, dans le camp de Ségolène Royal? Parce que là, le livre n'en parle pas. Non, alors il donne l'équipe Aubry peut toujours dire que c'était une erreur, les 58 qui se transforment en 88. Simplement, il donne aussi une consigne qui aurait été donnée par un conseiller politique de Martine Aubry en disant on bourre les urnes, et il y a un faisceau de présomption. Cela dit, quand on regarde, il faut regarder les résultats, et si on n'a pas la preuve, parce que c'est très compliqué d'avoir la preuve, il faut avoir soit les PV qui vous sont transmis par le PS, mais le PS les garde jalousement, encore plus les sections concernées, soit avoir un témoin qui dit oui j'ai triché. Et pour l'instant, personne n'en a trouvé. Alors, faut regarder les résultats, il faut regarder les anomalies statistiques, parce que dans les résultats, en gros, on se souvient qu'il y avait une moyenne nationale de participation de 53%. Donc, faut regarder les départements où on a beaucoup voté. Il y en a où on a beaucoup voté, beaucoup plus que la moyenne nationale, parfois 20 points au-dessus. En Seine-Maritime, par exemple, ça c'est plutôt favorable à Martine Aubry, ou dans l'Aude, par exemple, ça c'est plutôt favorable à Ségolène Royal, ou en Guadeloupe. Et parfois, à cette anomalie statistique d'une superbe participation, qui peut s'expliquer par une mobilisation militante énorme, on a une deuxième anomalie qui est un score canon d'une des deux candidates. Alors que la moyenne nationale, souvenez-vous, c'était plutôt 50-50, il y a des endroits, notamment en Seine-Maritime par exemple, où déjà la participation est exceptionnelle, on a un score de Martine Aubry de 79%. Bon, on va pas recompter les voix, hein, comme au Gabon ou en Iran, mais où est la vérité? Est-ce qu'on la connaîtra un jour sur le score réel? Non, et c'est ça qui est probablement assez triste, c'est que en gros il y a eu un accord politique qui a été trouvé au lendemain de cette élection bizarre pour décréter que Martine Aubry était en tête. Et d'ailleurs elle est soutenue par une majorité de militants aujourd'hui, 55% selon un sondage du JDD.fr. Voilà, et puis parce qu'il faut se souvenir que les gens avaient voté pour des motions, c'est un peu compliqué, mais avant de voter pour le premier secrétaire, et qu'en gros il y avait 3 motions contre une, il y avait 3 contre Royal, et donc ils se sont dit, allez, c'est ce Royal peut pas avoir gagné puisqu'elle en a 3 contre elle. Et ensuite, on aurait pu imaginer que la nouvelle direction dise, eh bien, on va revisiter les fichiers, réformer les procédures de vote. Rien n'a été fait. Vaste chantier. Dites-moi, Mathieu Croissando, Ségolène Royal se pose bien sûr en victime de ce hold-up, comme le dit le livre. Parce qu'elle a perdu, elle aurait gagné à 102 voix d'écart, la problématique aurait été exactement la même. En tous les cas, qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui? Elle annonce une déclaration solennelle. Elle peut demander un nouveau vote, par exemple, des militants? Elle l'avait déjà demandé au lendemain de... Mais là, elle aurait plus de force, peut-être. Oui, sauf que je pense pas que la direction cédera. Je vois pas pourquoi la direction, qui n'a pas cédé il y a 9 mois alors que la pression était maximale, céderait désormais, alors que c'est parce que Ségolène Royal le dit. Et en plus, il faut rappeler aussi qu'il y a des anomalies spectaculaires dans le camp Royal. Hein. Je vous ai donné un chiffre pour la Seine-Maritime. En Guadeloupe, on a un taux de participation qui atteint 80%, avec un score de 80% pour Ségolène Royal. Donc ça ne changera rien au Parti socialiste? Je dis pas que ça changera rien, je dis que c'est une façon de leur remettre le nez dans cette affaire en les forçant. Alors Martine Aubry a annoncé à La Rochelle plusieurs chantiers de rénovation. Dans ces chantiers, il y a notamment la mise en place de ce système de vote plus fiable et d'une meilleure démocratie interne. Je pense qu'il serait bon pour le Parti socialiste de s'y atteler rapidement, parce que en tout cas ce livre jette le discrédit sur le fonctionnement interne de la boutique. Donc c'est mauvais pour l'image globale du Parti socialiste. Aujourd'hui, on a vu Martine Aubry donc se rendre à l'Élysée. Elle est consultée par le chef de l'État sur la taxe carbone, alors que dans le même temps, on apprend que Lionel Jospin déjeune avec le chef de l'État. C'est assez surprenant, non? Nicolas Sarkozy ne cache pas qu'il a une volonté d'ouverture sans limite. Hein, donc non, je pense pas que Jospin entrera au gouvernement demain. Non, oui, c'est un peu curieux. Il trouve que Martine Aubry est une opposante honorable. Peut-être qu'il la préfère à Ségolène Royal. Oui, bon, ça c'est à lui de décerner des brevets d'honorabilité. Ce qui est sûr, c'est que Martine Aubry, elle a la tête du PS, elle fait son job. Ça a été très compliqué pendant 6 mois parce qu'elle s'y est pas forcément bien pris, et puis elle a connu son échec aux européennes qu'on a vu. Là, elle était repartie sur un second souffle avec La Rochelle en annonçant plusieurs chantiers. Ouais. Si ça se traduit par des choses concrètes, ça lui permettra peut-être de rebondir. Et Lionel Jospin à l'Élysée, alors qu'on l'entend très peu, voilà qu'il est consulté sur les grands problèmes du monde, la régulation financière, le G20. Ça vous a surpris? Ce déjeuner, c'est assez surprenant. Bon, les 2 hommes se sont déjà vus dans des remises de décoration récemment. Mais c'est curieux. C'est pour un retraité de la vie politique, faut croire que ça le démange encore un petit peu. Et puis ensuite, je sais pas, quand le président de la République vous appelle, peut-être que vous y allez comme ça. Il a été délaissé par certains de ses amis. Du coup, il accepte volontiers une invitation du président de la République. Non, parce qu'il s'est mis lui-même aussi de certaine façon un peu hors jeu des affaires du Parti socialiste. Très bien. Merci Mathieu Croissando. Donc on vous lit chaque semaine dans le Nouvel Observateur pour le feuilleton politique qui ne manque jamais de rebondir, notamment du côté du Parti socialiste. La suite du 18h, oui ou non à la remise en cause des aménagements de peine.
Michel Alliot-Marie, confronté à la hausse de la délinquance, adopte donc le ton de la fermeté jusqu'à souhaiter un durcissement des règles sur les aménagements de peine. Avant d'accueillir nos deux invités pour en débattre, Delphine Girard. Un seul détenu par cellule et des alternatives à la prison, cela faisait partie des modifications votées par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi pénitentiaire. Dans une semaine, les députés vont à leur tour se pencher sur ce texte et le gouvernement entend bien revenir à sa version initiale. Pour la garde des Sceaux, Michel Alliot-Marie, le détenu doit en effet pouvoir choisir d'être seul ou non. Que nous propose la ministre et puis l'Assemblée nationale, il nous propose de laisser le choix de l'encellulement collectif ou individuel au libre choix du détenu. Ça veut dire que dans les maisons d'arrêt, il y a 80% des détenus, si on suit la pétition qui avait été faite il y a quelques années, il y a 80% des détenus qui vont demander l'encellulement individuel. Et la ministre dit « je ne veux plus de moratoire », mais elle sera bien obligée de le prendre, le moratoire, puisqu'on sera incapable d'accorder à ces détenus l'encellulement individuel qu'ils vont demander. En ce qui concerne les aménagements de peine, la ministre n'a pas souhaité que les récidivistes et les délinquants sexuels en bénéficient, comme l'avait voté la Haute Assemblée. Dans un communiqué, les sénateurs socialistes dénoncent les revirements de la majorité. Ils estiment que les aménagements de peine ne sont pas des cadeaux faits aux détenus. Les invités du 18h, Pierre Botton, bonsoir. Vous avez été un condamné célèbre. Votre vie, après les affaires, après la prison, eh bien, vous amène à prendre position dans le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Avec nous également Stéphane Maître, avocat. Bonsoir, vous êtes membre de l'Institut pour la justice, qui est une association qui défend les victimes. Alors, faut-il, oui ou non, donner un coup de frein aux aménagements de peine? Les aménagements de peine, c'est par exemple une semi-liberté ou bien le bracelet électronique. Stéphane Maître. Alors, écoutez, il n'y a pas d'opposition obtue et par principe sur l'aménagement des courtes peines, mais la difficulté avec le projet de loi pénitentiaire, c'est que ça ne concerne pas que les courtes peines. Il y a deux difficultés avec ce projet de loi. Il y a deux articles qui posent difficulté. L'article 46 et puis l'article 48. L'article 46, c'est un article qui prévoit de faire passer de 1 à 2 ans le quantum de la peine jusqu'auquel l'aménagement de peine deviendra quasi systématique. Et alors, on a une remarque sur ce sujet-là qui est très importante et qui fait débat aujourd'hui. 2 ans de prison ferme, on n'est plus dans la petite délinquance. Et c'est vrai que nos sénateurs et nos députés vont visiter les prisons et je crois qu'ils ont raison de le faire, mais il faudrait aussi qu'ils visitent également nos audiences correctionnelles, nos salles d'audience, et ils verraient à quel point une peine de 2 ans de prison ferme est prononcée dans des cas déjà très graves ou bien dans des cas de multirécidive. Et 2 ans de prison ferme, c'est une peine qu'on voit peu prononcée. Il y a de la gravité quand on entend ce type de peine tomber. Et tous les condamnés à 2 ans de prison ne seraient pas forcément bénéficiaires d'une remise de peine. Là, il y a la libre interprétation et le libre arbitre du juge d'application des peines. Alors, eh bien, précisément, c'est la deuxième difficulté. Car la deuxième difficulté, c'est l'article 48 qui rend pratiquement automatique, systématique l'aménagement de peine jusqu'à ce seuil de 2 ans. Pourquoi? Parce que on est dans un dispositif tel qu'il est prévu, où le condamné n'a même plus besoin de faire la demande d'un aménagement de peine. C'est l'administration pénitentiaire qui présente le projet à sa place et le juge d'application des peines ne se penche pas forcément sur ce cas. Il est invité à homologuer un projet de sortie sans forcément qu'il y ait ce débat contradictoire qui est nécessaire pour apprécier un aménagement de peine. C'est ça qui pose problème. Pierre Botton. Moi, je veux juste parler des conditions de détention. Voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde fait un constat, on fait des rapports depuis 20 ans, que ça va pas, tout ça. Très bonne intervention des sénateurs. J'ai rencontré d'ailleurs ici le président Hayes, de la commission des lois, avant, qui connaît très très bien le dossier. La question est de savoir si on continue dans cette voie-là ou si demain, Monsieur Grossior, on change les choses sans un franc. C'est-à-dire que si aujourd'hui, pour un délit autoroutier, alors que vous êtes présumé innocent, vous allez être, s'il y a une conjoncture, pas de magistrat pour vous juger, que c'est un week-end, ou un mandat d'amener avec vous, vous allez être, alors vous êtes présumé innocent, mis en maison d'arrêt. Et dans cette maison d'arrêt, vous risquez d'être collé avec un récidiviste, avec un délinquant sexuel, vous êtes présumé innocent.
Donc je pose juste une question. Vous considérez qu'on entre beaucoup trop facilement, qu'on est envoyé beaucoup trop facilement en prison, je juge et pas vous, ça. vous estimez qu'on y va pas suffisamment. Moi, je juge pas. Non, je juge pas ça du tout. Moi, je juge pas les lois et tout ça, puisque je dis très clairement que moi, la justice a sauvé ma vie et que je méritais la prison. Donc c'est très clair. Je dis seulement. Vous allez nous expliquer pourquoi. Hein, parce que ça vous a servi de leçon. Oui, mais j'en avais besoin. Je dis seulement qu'il est totalement anormal que la prison détruise des vies, qu'il y ait des gens qui se suicident en prison, et que des gens qui sont présumés innocents aient à côtoyer des multirécidivistes, des primo-délinquants, alors que c'est tout à fait possible de faire l'inverse aujourd'hui. D'accord, vous nous dites que la prison ne doit pas détruire les vies des coupables. Bien sûr. Moi, je crois que là-dessus, on est au moins tous d'accord, mais est-ce que ça n'est pas le cas aujourd'hui, quand on voit la situation dans les prisons qui sont déjà surpeuplées? Est-ce qu'il ne faut pas prendre des mesures pour alléger la pression? Alors, vous savez, il y a dans ce projet de loi pénitentiaire, dont on parle beaucoup, il y a deux volets. Il y a un premier volet, sur lequel je crois on se rejoint beaucoup, les uns et les autres, professionnels mais également commentateurs du projet. C'est tout ce qui vise à améliorer les conditions de détention des détenus, et il est vrai qu'il n'est pas possible de continuer sur la voie dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Mais il y a un deuxième volet qui est celui consacré aux aménagements de peine, et c'est celui-là qui pose des difficultés, avec une nuance importante par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous ne sommes pas là dans des cas de détention provisoire, nous sommes en présence de personnes condamnées. Il y a dans le projet de loi, à propos de la détention provisoire que vous évoquez à juste titre, des dispositions qui sont parfaitement satisfaisantes. Je crois que quand il est question de la présomption d'innocence, on ne transige pas, et c'est vrai qu'il faut limiter, comme le fait ce projet de loi, encore un peu plus les possibilités de mise en détention provisoire. Mais là, pour le volet 2, il s'agit d'aménagement de peine, de condamnés qui purgent une peine prononcée par un tribunal. C'est différent. Deux réponses. La première, le projet de loi convient pas du tout dans la première partie, parce qu'à chaque fois qu'il y a une amélioration, il y a écrit derrière à la discrétion de l'administration pénitentiaire. Alors je peux vous raconter des anecdotes, on n'a pas le temps, j'ai connu ça. Racontez-nous. Je vais vous raconter quelque chose de simple. Le code de procédure pénale changeait le 31 mars 1993. Et le 31 mars 1993, on disait qu'on ne mettait plus les menottes aux détenus quand on les extrayait. Moi, le 2 avril, je suis entendu par le juge Courroy, donc on vient me chercher et on me met les menottes. Je comprends pas. Donc, quand j'arrive chez Jules Courroy, ma première chose que je fais, c'est je lui dis pas bonjour, je lui montre les menottes. C'est quelque chose de très dur, les menottes. Vous sentez le faire, c'est quelque chose de très très dur. Et à ce moment-là, je me tourne vers mon avocat, je dis désolé maître, et je lui dis qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et le juge Courroy dit vous avez mal lu, maître. Effectivement, on n'entrave plus les détenus, sauf s'ils représentent un danger pour leur propre sécurité. Et je considère que M. Botton représente un danger pour sa propre sécurité. De ce fait-là, j'ai été entravé jusqu'à la fin. Et le projet de loi est rempli de cette phrase-là, de cette phrase qui est « sauf discrétion de l'administration pénitentiaire ». Et donc, il va se passer ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que rien ne change, rien ne change. Mais, je répète, maître, vous avez dit quelque chose de très juste, on a une possibilité de surveillance qui sont tous les députés, tous les sénateurs ont accès H24 dans les maisons d'arrêt. Tout ça, ça représente 800 députés, 800 parlementaires. Je pense que si jamais ils allaient dans les maisons d'arrêt, ils exerçaient ce droit-là, croyez-moi, je pense que l'administration pénitentiaire ferait un petit peu attention. Et la deuxième chose, excusez-moi, pour ce qui concerne la deuxième partie, bien entendu, pas plus quelqu'un qui a un crime de sang ne doit être mélangé à quelqu'un qui a fait un trafic de drogue ou à quelqu'un qui est primo-délinquant. Parce que c'est comme ça qu'on crée de la récidive. Le problème de la récidive, maître, est-ce que vous estimez qu'il ne faut pas des aménagements de peine pour éviter justement que certains détenus, au contact d'autres caïds dans les cellules, soient poussés justement à réitérer leurs méfaits dès leur sortie de prison? Mais encore une fois, je crois vraiment qu'il faut distinguer les cas. Et c'est précisément ce qui, à notre sens, n'est pas suffisamment fait dans le projet de loi pénitentiaire, parce que c'est très important, pardonnez-moi d'y revenir. Vous avez raison, un petit délinquant ne tire pas profit d'un passage en prison, sauf qu'à un moment, au bout de multirécidives, il y a bien un moment où la sanction doit tomber. Mais bon, nous sommes là sur la petite délinquance. Mais le virage qui est pris aujourd'hui, c'est de doubler le seuil. On passe de 1 an à 2 ans, et encore une fois, pardon de me répéter, mais là, on change complètement de profil. Et j'ajoute une chose importante qu'on oublie souvent dans la discussion d'aujourd'hui, c'est que c'est pas simplement les personnes qui ont été condamnées jusqu'à 2 ans de prison qui vont bénéficier de ces dispositifs automatiques. Ce sont aussi les personnes à qui il ne reste plus que 2 ans à purger, alors qu'ils ont été condamnés à une peine plus importante. Donc on est aussi sur des profils parfois qui correspondent à des cas de dangerosité
important. Donc attention, c'est pas une position, il n'y a pas les répressifs d'un côté et puis les laxistes de l'autre. Je crois vraiment qu'il y a une réflexion à mener, et puis des... Oui, je peux permettre deux choses. La première chose, quand je suis rentré en prison, je ne savais pas où trouver un revolver ni de la drogue. Je suis sorti de prison, je savais où trouver un revolver ou de la drogue. Et pourtant, vous n'étiez pas un détenu VIP, Pierre Boton? J'ai fait 7 maisons d'arrêt. Le seul quartier VIP qui existe, c'est le quartier de la Santé. Vous l'avez connu aussi? Je l'ai connu, bien entendu, mais j'ai connu aussi d'autres maisons d'arrêt, et dans les cours de promenade, les autres détenus avaient cette expression, ils disaient « ils te la font mauvaise ». Parce que j'y restais 1 heure en cellule. Quand vous êtes exclu comme ça, vous êtes... Mais la deuxième chose, je veux reprendre pourquoi ce qui a marché pour moi ne marcherait pas pour un primo-délinquant. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? La sanction doit tomber. Bien sûr que la sanction doit tomber. Le problème, c'est que la sanction, elle doit tomber, elle doit être constructive, elle doit faire comprendre de la faute. Elle doit faire comprendre la faute. Dans les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement, on s'appuie absolument pas sur les surveillants qui sont sur le terrain. Les surveillants sont sur le terrain. Ils connaissent les détenus. On ne fait rien pour que cette sanction serve à quelque chose. On enferme, on relâche dans les mêmes conditions et on remet. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne dis pas que la sanction ne doit pas tomber. Bien sûr que la sanction doit tomber. Donc, est-ce que tous les deux, une question, est-ce que vous avez vu le film de Jacques Audiard, Le Prophète, qui change la vision sur la prison? Vous l'avez vu? Oui, moi oui, c'est un film, monsieur Bosseur. C'est un film, c'est-à-dire qu'il représente 5% de la population.